Bonsoir, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs. C'est toujours un merci. Quelqu'un a dit « Mon merci ne finira jamais ». Merci encore et toujours d'être fidèle à cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux. Entendez-vous bien, ce soir, nous ne recevrons pas Père Arne Akasson. C'est qui? Vous vous posez la question. C'est un homme politique suédois, simplement parce qu'il a jeté depuis quelques années, il nous dit, un pavé dans la mare. En Suède, rendez-vous compte, il n'y a que le Premier ministre qui a une dotation en voiture. Tous les autres hommes politiques n'ont pas le droit d'avoir des voitures, ils payent leurs propres factures. Et lui, il s'en réjouit, et nous aussi, je pense. N'est-ce pas quelque chose qu'on pourrait retrouver sous nos tropiques? Une question qu'on se pose. On ne recevra pas notre grand champion en la personne d'Alain Quadio. Le prix Forbes pour l'entrepreneuriat, entendez-vous bien, pour 2023, c'est à ce tycoon ivoirien que ce prix a été attribué. On aimerait tellement le recevoir. Nous allons vous dire simplement, les amis, on ne recevra pas les candidats de la FESI. Ils veulent être des secrétaires généraux exemplaires, mais déjà, n'ont-ils pas la capacité ou ont-ils un peu peur des médias? C'est une question qu'on peut se poser, mais une chose est sûre, ils feront leur élection et nous, on sera témoins. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, merci d'être avec nous encore une fois pour vous à la maison. Merci d'être avec nous, on se fera un plaisir André de parler d'électricité, de la hausse et surtout du communiqué sorti par les soins du ministre du Commerce. On essaiera de décrypter un peu ce communiqué-là. On parlera de la Guinée. Enfin bref, l'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est ici sur le Grand Talk. Avec notre set qui est prêt. Elle est là, Sarah, Herman, et Alain Toussou, j'allais dire Élisée, qui nous manque. On lui fait un gros coucou parce qu'il est un peu frisqué, il est un peu souffrant. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle. Et Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle. Rien à faire, on y va directement pour les débats. C'est parti. Voilà, nous sommes bel et bien disposés à évoquer un sujet d'importance avec vous. Ce serait le sujet qui fâche, mais une chose est sûre, il faut parler de la vie sociale et économique de nos concitoyens. Et c'est le gouvernement qui nous a dit, écoutez, dans le cadre de la gestion efficiente de nos ressources, nous avons besoin que nos concitoyens mettent un peu la main à la poche. Est-ce que cela ne va pas déclencher toute une série d'augmentations? C'est la question qu'on se pose ce soir. Alors justement, on se demande si le ministère du Commerce maîtrisera la hausse des prix qui pourrait s'annoncer. Pourquoi nous le disons? Parce que simplement, il invite les populations à dénoncer toute augmentation, et je pèse mes mots, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du communiqué, André, toute augmentation excessive. Ça veut dire qu'augmentation, forcément, il y aura. On en parle justement avec notre plateau. Sarah, comment est-ce que vous réagissez à ce communiqué qui nous demande de dénoncer toute augmentation excessive? Je trouve que c'est très bien dans le sens où forcément il y aura des augmentations directes et indirectes. Directes, c'est celles qu'on paiera sur notre facture directement d'électricité. Et puis indirect, j'ai envie de dire, c'est les entreprises qui répercuteront la hausse aussi de leur coût de production sur le prix de vente finale des produits, notamment des produits de grande consommation, etc. Donc il y aura forcément une répercussion un petit peu double, je dirais, pour le consommateur. Et c'est important de communiquer qu'effectivement, on peut être acteur aussi et participer et dire voilà, là on trouve que pour certains produits importants, on trouve que la hausse est excessive. Maintenant, comment juger une hausse excessive? Comment le détermine? C'est difficile. On sait qu'on a une augmentation d'environ 10%. On sait que c'est la deuxième en environ 6 mois. On sait que le coût, en plus, ce qui m'inquiète un petit peu, je me demande est-ce que c'est la dernière augmentation, sachant qu'aujourd'hui, on a un prix moyen de 79 francs CFA le kilowatt. Il est passé à 87. Sachant qu'en moyenne, dans la sous-région, on est entre 101 francs et 132 francs. Donc, on voit bien qu'on paye toujours moins cher que la sous-région, malgré cette augmentation. Donc, est-ce qu'il y en aura une autre? Potentiellement, oui. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il est extrêmement important qu'on ait une maîtrise de nos coûts. Parce que le pouvoir d'achat va être très affecté, surtout des ménages qui gagneront... des salaires limités. Merci. Alain Toussaint, on va revenir quand même, je pense, sur la méthode du gouvernement. On va essayer de se prononcer là-dessus.
Est-ce que le procédé vous paraît correspondre à ce qui est du dialogue avec les créateurs de richesses? Est-ce que le fait comme ça d'appeler les populations je ne vais pas dire à choisir la délation, mais je l'ai dit quand même, est-ce que vous pensez que cela est de nature à rassurer tous ceux qui produisent dans le pays et qui parfois ont besoin d'un autre discours? Je pense que la méthode du gouvernement interroge forcément, parce que le communiqué du ministère du Commerce qui demande à la population d'opérer la surveillance des prix me paraît quand même un peu pas dans les normes. D'abord, l'augmentation du prix de l'électricité annoncée il y a quelques jours et qui sera mise en pratique dans moins d'une semaine, se fait sans qu'il y ait eu une démarche d'explication. Ce qui fait défaut, c'est la communication, la méthode. La pédagogie, dans un contexte, on le sait, on dit de cherté de la vie, où les populations ont déjà été suffisamment sollicitées, à la fois sur l'augmentation du prix du carburant, sur l'augmentation d'un certain nombre de produits de consommation, etc. Et dans le même temps, les salaires n'augmentent pas forcément, même si ceux de la fonction publique ont pu augmenter ces derniers mois, mais de façon générale, les Ivoiriens constatent qu'ils sont régulièrement sollicités. Et aujourd'hui, demander aux citoyens lambda de jouer au contrôleur de prix, je pense que cela est totalement irréaliste, parce que l'industriel qui produit voit un de ses facteurs de production augmenter de 10%. Je ne pense pas que la logique économique, pour eux, soit de s'inscrire dans une tendance baissière. Vous avez dit ça, Alain, on se demande, mais la population, le consommateur est censé savoir ce qui relève d'une production liée à l'électricité. Est-ce que, si vous augmentez la tomate, je dis n'importe quoi, manifestement, l'électricité n'entre pas pour beaucoup. Mais si vous achetez de la tomate pâte, excusez-moi, conservation. Si vous achetez de l'huile, est-ce que c'est importé? Voyez-vous que l'exercice, c'est pour ça que je pense que le gouvernement, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le bien fondé de la mesure du gouvernement? Est-ce que certains ne peuvent pas s'engouffrer dans cette augmentation de l'électricité pour tout augmenter? Mais justement, c'est ce qui va être fait. Mais il eût fallu, dès le départ, peut-être entamer un dialogue avec les différentes parties prenantes, à la fois les producteurs, les industriels, les consommateurs. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très dynamiques, comme la Fédération nationale des boulangers et autres. Est-ce que ces personnes ont été sollicitées? Il faut un dialogue avant d'annoncer une mesure, même si c'est sous la pression des institutions financières. Vous croyez? Oui, je pense que c'est le FMI, parce que ces institutions prennent en otage nos pays et nos dirigeants. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de provoquer une révolte sociale. Une courte question, Alain. Vous pensez que le gouvernement n'est pas à même d'analyser par lui-même que le système va s'écrouler si d'aventure on n'injecte pas un peu plus d'argent qui vient des poches des Ivoiriens? Il peut l'analyser. Le gouvernement est très conscient. Il a tous les indicateurs, mais c'est l'injonction du Fonds monétaire international, des bailleurs de fonds, qui précipite ce type de décision, parce que nos gouvernements sont soumis aussi à une forme de chantage qui ne date pas de maintenant. Souvenez-vous, les ajustements structurels de 1990. Mais peut-être que l'époque est passée. Avec, comment on dit, la vente, la privatisation des fleurons du secteur public. Donc on pourrait être dans le même schéma. C'est le même schéma. Et d'ailleurs, moi, ce qui me désole, c'est le mot utilisé, ajustement, qui fait penser à ajustement structurel. Non, c'est une augmentation, il faut le dire. Un ajustement, c'est-à-dire c'est la réduction des restrictions qu'on impose. Alors là, c'est une augmentation. Il faut dire les mots simples pour que la population comprenne. Et derrière, il faut de la pédagogie, je pense. Alors, on reviendra sur le point d'Alain, mais avant, Barry, quel est votre ressenti? On parle un peu de la méthode, certes, mais comment est-ce que vous sentez ce communiqué? En tant qu'analyste, quand on vous dit qu'une population doit observer, signaler toute augmentation excessive, Sarah le disait, quels sont les indicateurs qu'on a ou qu'on aurait pour dire que telle augmentation excessive ou pas? Déjà, on est rassuré, on sait qu'il y aura augmentation. Comment est-ce que vous réagissez à cela, Barry? Non, je pense que moi, je suis de nature très réaliste. Il faut être réaliste. Il y a augmentation sur le coût de l'électricité. Il y a des produits qui vont subir les conséquences. Il y a pas tous les produits. Il y a, tout à l'heure, André a évoqué la tomate. Peut-être que là, tu peux nuancer. Mais je veux dire, par exemple, quand vous prenez le pain, aujourd'hui, la plupart des fours, ce sont des fours électriques. Donc, quelqu'un qui va avoir de 10%
d'augmentation sur sa facture d'électricité. Évidemment. Vous voulez qu'il fasse un chiffre d'affaires comment? Donc, au lieu d'interpeller les populations, aller dénoncer signaler, ouais. X ou Y, je pense que si le ministère fait bien son travail, on n'a même pas besoin de solliciter les populations. Le travail du ministère, c'est quoi? C'est de créer un cadre de dialogue avec les partenaires concernés pour qu'on soit sur le même aller dans sa position. Oui, pour qu'on soit sur le même pied d'égalité. Parce qu'il faut prendre un seul exemple. Le boutiquier qui est au quartier, qui peut-être achète de la marchandise avec un demi-grossiste. Le demi-grossiste, il y en a qui créent des pénuries parmi les grossistes. Ils ont par exemple le sucre, la farine, ils payent en masse et ils stockent. Et ils décident de vendre en petite quantité et ils augmentent le prix. Le gars, il a besoin de vendre son sucre pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc, il va naturellement payer le sucre qu'on lui propose parce qu'il n'a pas le choix. Et quand il va venir dans sa boutique, il ne va pas vendre pour perdre quand même. Donc, le ministère doit d'abord interpeller les industriels, trouver un cadre de dialogue avec eux, une entente. Ce serait plus efficace que demander à une population à Irié au quartier ou à Abou, qui ne connaît pas le mécanisme de fonctionnement, de dénoncer X ou Y. Très bien. Parce qu'Alain l'a dit aussi, il ne faut pas négliger les institutions de Bretton Woods. On sait comment ils fonctionnent. Avec eux, c'est eux qui t'imposent le dictat. Donc on n'a pas d'autre choix que de gérer notre population. Il faut trouver les bons mécanismes. Tout à l'heure, André, dans son introduction, il a évoqué la Suède, le niveau de vie des hommes politiques. Il a dit que c'est le Premier ministre seul qui a des véhicules de dotation. Pourquoi ne pas réduire le train de vie de l'État pour financer toutes les Barry, quand vous dites ça, je me permets de rester avec vous. Quand vous dites réduire le train de vie de l'État, exemple. Mais on a combien de ministères pour des États en développement? On n'a pas besoin d'avoir 30 ministres. On n'a pas besoin d'avoir, comment dirais-je, peut-être entre griffes. Moi, je ne suis pas trop partisan du Sénat pour nos États. Je vais dire que le Conseil économique et social, je me demande à quoi ça sert souvent, pour peut-être faire une analyse simpliste, mais je me demande à quoi ça sert réellement et combien d'Ivoiriens savent réellement. Quand vous faites un micro-trottoir, le Conseil économique et social, ça sert à quoi? Il faut soi-même s'adapter aux réalités géopolitiques et géostratégiques du monde. Aujourd'hui, avant même cette augmentation, la guerre en Ukraine a bouleversé l'économie mondiale. C'est un fait. Donc, en fonction de ces réalités-là, il faut prendre des mesures qui ne vont pas pousser au soulèvement. Avec vous, Herman, donc là, on part sur la base de ce communiqué. On connaît votre avis un peu sur cette augmentation. Le communiqué, vous en pensez quoi, Herman? Est-ce que vous vous dites le ministère du Commerce est dans son bon droit d'appeler à, on va dire, je ne vais pas dire à l'esprit citoyen, mais à l'esprit civique des citoyens qui consiste à dénoncer ceux qui seraient en train d'augmenter excessivement leurs marchandises? Ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, le ministre du Commerce reconnaît qu'il y aura augmentation, une hausse des prix des autres marchandises. Parce qu'il dit dans le communiqué, le ministre du Commerce et de l'Industrie, tout en évitant les populations au signalement de toute hausse excessive de prix. En fait, il nous avertit sur l'excessivité de la hausse des prix, mais il y aura hausse des prix. Bon, Sarah a tenté de l'expliquer tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'il sera bien indiqué par le ministre du Commerce. Du Commerce et de l'Industrie. De nous dire comment on mesure les indicateurs. Hausse des prix. Puisque aujourd'hui, on n'en a pas. On sait qu'il y a des prix qui sont là. Et il y a eu une nouvelle taxation qui va arriver. On nous dit, faites attention, on ne souhaite pas que les gens augmentent de façon exagérée. Voilà. La hausse, là, elle est où? Depuis là, on ne sait pas. Les nouveaux prix qui doivent être affichés, parce qu'il sait indirectement que tous les commerçants, tous les manufacturiers vont augmenter les prix. Ça, c'est un. L'autre conséquence de la hausse des prix, c'est quoi? C'est le chômage. Parce que le manufacturier qui est obligé, à cause de ce qu'il va payer pour le coût de l'électricité qu'on demande, va augmenter, il sera obligé, par exemple, de réduire son personnel parce que, effectivement, il n'arrive plus à écouler ses produits du moment où les gens, puisque les prix sont devenus chers, ils ne viennent plus prendre son produit. Donc, il y a tout cela. Moi, je pense qu'il faut que, pour une fois, pourquoi ne pas casser le monopole de la distribution de l'électricité? Qu'est-ce qui fait peur, autant peur? Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui que certains opérateurs dans le secteur de la téléphonie et autres, là, nous faisaient des prix. Nous, on a pensé à un seul instant que c'était des prix affichés qui étaient les meilleurs prix. Mais dès lors qu'il y a eu un nouvel opérateur qui était plus social,
On a vu ce que ça les a obligés à revenir. Donc, on ne casse pas le monopole. Quel est ce deal avec ce seul partenaire de l'État sur la question de la distribution? Votre solution, c'est qu'il faut ouvrir le marché à plus de concurrence. Et oui, mais parce que le seul partenaire a visiblement débordé. C'est-à-dire que le président l'a annoncé, mais on ne sait pas. C'était donc à l'occasion du 1er mai. Le président avait annoncé, je ne me rappelle plus l'année, mais finalement, on ne sait pas pourquoi la mesure n'est pas entrée en 2016. Voilà. Daouda. Alors Daouda, la dernière fois, vous avez tenté d'expliquer un peu la mesure. Pourquoi est-ce que le gouvernement prenait une telle mesure importante à impact direct sur les populations? Aujourd'hui, avec ce communiqué, Daouda, comment est-ce qu'en tant que citoyen, on devrait se comporter? Comment comprendre? Est-ce qu'on n'est pas, avec ce communiqué un peu livré, on ne livrerait pas les populations à elles-mêmes? Elles signalent où? Elles signalent comment? Et on revient encore au point des indicateurs. Si le pain augmente jusqu'à 300%, est-ce que c'est une augmentation excessive? Qu'est-ce qui est excessif et qu'est-ce qui ne l'est pas, Daouda? Bon, je ne pourrais pas parler au nom du ministre du Commerce parce que lui, il connaît les indicateurs. Mais ce dont je peux parler, c'est le communiqué. Parce que pour moi, il est assez clair dans la mesure où il dit qu'il y a un décret qui avait déjà été pris par l'État de Côte d'Ivoire. Donc dans ce communiqué, il dit qu'il appelle les Ivoiriens à signaler toute augmentation de prix excessive. Parce que quand il doit y avoir augmentation, en fait, les commerçants ou bien les industriels doivent en fait aller se concerter avec le gouvernement. Parce qu'ils sont, comme Ayman l'a dit, ils savent qu'il y aura augmentation. Mais pour qu'on puisse connaître le baromètre, le référentiel, venez qu'on discute ensemble avant de l'augmenter. Est-ce que la demande a été faite? Est-ce qu'on sait qu'il y aura rencontre déjà, Daouda? Maintenant, le problème, c'est que nous ne l'oublions pas. Cette augmentation déjà date du 8 juin. 2023, lorsqu'ils l'ont annoncé, et qu'en juillet, l'augmentation a eu lieu. Comment ça? Vous parlez? C'est rentré, voilà, la première augmentation. Oui. Parce que de base, l'augmentation, ce n'est pas de 10%. Il y a eu une première augmentation de 10% pour les industriels et ceux qui sont à 10 et 15 ampères. Oui. Après, cette fois-ci, il y a 10% pour tous les ménages. Mais tout à l'heure, elle a dit, sans le dire vraiment, il y a 7% d'augmentation qui doivent venir encore pour que qu'on appelle ça, la balance soit équilibrée. Donc, je pense que dans la mesure du possible, le gouvernement te dit, s'il y a augmentation excessive, le pain qu'on achète aujourd'hui à 200 se retrouve à être vendu à 300, 400, 500, tu le signales, je pense qu'au 1343. Ils ont un numéro vert qui existe, ils ont une brigade mobile qui existe. Je pense que ça va pouvoir gérer les choses. Mais moi, je ne pourrais pas parler en son nom pour dire qu'il y a un référentiel. Voilà. Pas apparemment, il semblerait très très clairement que... vous n'êtes pas d'accord, Alain Toussaint et son voisin. Mais commençons par Alain Toussaint. Préciser, l'industriel, par exemple, qui a eu une première augmentation de 10% en juin et une seconde on appelle ça. C'est le 1er janvier. Voilà, ça fait 21%. Voilà, ça fait 21%. Et s'il y a encore 7%, on sera aux alentours de 28%. 27. Voilà. Donc, 27. Non, de juillet à maintenant. De juillet, c'était 10. Après, ils ont fait encore 10. Ça fait 20. Ça. Oui, mais si vous donc, faites... 20, mais vous dites 21. Oui, en fait, c'est juste une précision de je pars sur une base de 100 francs. Et quand on fait 10% de 100 francs, ça fait 110 plus 10%, ça fait 121, enfin non, ça fait 21% de différence. En tout cas, le différentiel, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc plus 7%, ça fait quand même beaucoup pour un industriel. Voilà, vous imaginez que ce que vous payez augmente d'une année à l'autre. De 20%, on va dire 20% si vous voulez, mais ça fait quand même beaucoup. Donc pour les populations, voilà. c'est beaucoup pour nous tous. Ce sera forcément ça. Quand on part sur l'argumentaire pour les populations, moi je veux bien comprendre, qu'est-ce qui serait excessif après ce calcul qu'on vient de faire, cette augmentation au total de 27% in fine. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui, pour moi, est excessif? Si la boîte de tomates, par exemple, est à 500 francs et qu'on me la vend demain à 1500 ou non, par exemple, de soi-disant 27%, est-ce que je devrais considérer cela comme excessif et signaler au gouvernement? Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle excessif, parce qu'il faut d'abord que le gouvernement ait les outils de contrôler, de réguler les prix. Voilà. Le citoyen ne peut pas se substituer à l'État dans certains domaines. Je veux dire, qu'on signale un criminel, une activité illégale, etc., voilà, un crime, oui. Mais sur les prix, parce que si vous passez du petit boutiquier à la grande distribution, je pense qu'on a une variation quand même de prix qui peut aller simplement souvent de 5 à 15%. Je vais juste terminer. Et donc, le problème, c'est ça. Maintenant, l'impact d'abord sur ceux qui produisent, enfin la richesse, et puis l'impact sur ceux qui sont les consommateurs. Revenons sur ceux qui produisent, et puis vous allez répondre vraiment très très rapidement, et puis on va passer à quelqu'un d'autre. Le communiqué se veut tout à fait clair. On demande,
parce que là, il ne faut pas oublier l'autre pan du message du ministère, les industriels impactés par la mesure doivent s'adresser à la direction générale du commerce. Oui, pour faire quoi? Donc, non. C'est-à-dire, non, ce que je veux vous dire, je vous pose la question. Moi, ce n'est pas à moi de répondre à pour faire quoi. Je vous demande, vous qui êtes un analyste, à partir du moment où le gouvernement demande à ces derniers de s'adresser, s'ils ne le font pas, est-ce que cela fonde le gouvernement à dire aux gens, il faut le dénoncer parce qu'il doit prévenir l'État qu'il est impacté. Est-ce que ça, quand même, ce n'est pas déjà une piste de dialogue? Non, moi, je pense que c'est plutôt un aveu d'impréparation. Parce que vous ne pouvez pas prendre une mesure et ensuite demander à ce que les personnes potentiellement impactées se signalent à vous. Ils devraient le savoir. Je pense que la marque quand même du gouvernement, et on l'a vu avec le président Ouattara depuis quelques années, c'est quand même une forme de dialogue. Dialogue avec les forces vives de la nation, dialogue avec les entrepreneurs, les entreprises, la population. Donc je pense qu'il faut revoir la copie, ramener tout ce monde à une table de négociation, qu'on discute, comme on l'a fait pendant le Covid. Parce que les fonds Covid ont été donnés à la suite de production d'un certain nombre de documents et d'un dialogue qui a été établi entre l'État et les entreprises. Rapidement, apparemment, il n'était pas d'accord avec vous. Dites ça et Daouda va réagir. Quand on parle de la souffrance des Ivoiriens, puis on soulève la question du numéro vert, Nous tous, on essaie souvent le numéro vert, on sait comment ça marche. Aujourd'hui, on a tenu le même discours. Aujourd'hui, on va dans la plupart des centres commerciaux, le sucre dont on parle, on n'en parle pas souvent, on ne trouve pas le sucre. Ça, la vérité. Ils nous ont dit ici, les prix sont restés intacts, mais quand tu t'en vas, quand tu le trouves par moment, c'est souvent près de 2 fois le prix indiqué par le communiqué, le dernier communiqué du ministère du Commerce, ou bien on le trouve carrément pas. Okay. Donc, je veux dire qu'il faut chuter parce qu'on a un autre sujet. Oui, des souffrances, des problèmes. Ça, c'est une chose. Et Barry, tout à l'heure, a évoqué, ça, c'est aussi une solution. Des institutions qui sont budgétivores. Il faut pouvoir le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un budget de financement de l'État, de tout ce qui est dépenses de l'État, mais on n'arrive pas à couvrir nous-mêmes par nos productions en interne. Aujourd'hui, on est à 13 000 milliards de budget, pendant que la puissance de l'État même, on peut mobiliser environ 8 000, je ne sais pas si c'est ça. Mais les 5 000 de gap là, ça dit que c'est quelqu'un qui a un salaire de 300 000, et puis il a des dépenses dans sa maison de 500 000 chaque mois. C'est quoi vos solutions, Herman? C'est quoi les solutions pratiques? Comme il a dit, les Conseil économique et social, médiateur de la République, j'ajoute. Il y en a d'autres institutions qui ne sont pas claires. Ça, c'est bon pour les pays qui ont la puissance financière. On se débarrasse de cela. Après, on vient vers vous. Finissons sur ce côté-là, Sarah. Non, pour conclure rapidement sur ce point, je pense qu'il y a énormément à dire, mais pour aller droit au sujet, je pense que tous les gouvernements craignent que les prix des denrées et de l'électricité augmentent à des niveaux incontrôlables, de peur que la population descende et se révolte, parce que c'est une vraie crainte pour énormément de gouvernements à travers le monde. Le prix de l'énergie augmente partout. Maintenant, ce qu'on comprend de l'État, c'est que les subventions à ce stade-là, c'est plus possible. Il faut donc forcément les ménages vont en payer le coût, mais il faut aussi penser aux industries importantes. Je pense par exemple au secteur de la noix de cajou qui est stratégique en Côte d'Ivoire, c'est 8% du PIB. Eux aussi, ils vont subir cette hausse par exemple, qui sera un coût direct déjà, qui ne sont pas extrêmement compétitifs. Et tous les secteurs vont subir une hausse. Oui, et surtout aussi, j'ai envie de dire, ceux qui sont stratégiques et qui subissent déjà et qui souffrent, j'ai envie de dire déjà, du niveau de la compétitivité internationale. Donc pour ces secteurs-là qui sont stratégiques et clés pour l'économie, il va falloir se retrouver et discuter avec les membres du gouvernement et se concerter pour voir comment est-ce que cette hausse pourrait être absorbée. Il y a vraiment un dialogue qui est absolument nécessaire. Je pense qu'il va y avoir des ajustements au fur et à mesure, mais on ne peut pas reculer. Le coût de l'électricité et de l'énergie va augmenter. Maintenant, pour se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'énergie renouvelable? Comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir en se disant comment est-ce qu'on peut se renouveler et faire face à ces augmentations qui, de toute façon, sont prévues pour durer encore. Barry, et ensuite, OK, en termes de solutions, en termes de solutions, tout à l'heure, Herman m'a dévancé. Il faut créer la compétition au niveau de la distribution de l'électricité. Moi, je conseille aussi au gouvernement, même s'ils sont plus habilités que moi, de créer un centre d'études stratégiques. Le centre d'études stratégiques, c'est quoi? C'est un centre qui va servir de conseil, qui va faire des études, qui va identifier des produits stratégiques qui sont nécessaires à la population ivoirienne au quotidien. Et en fonction de ça, faire des projections. Selon tel nombre d'années, selon telle réalité. On a un ministère du plan, qui produit justement, qui fait de la prospective,
voilà, il faut encore créer un autre fonds. C'est pourtant vous qui disiez que certaines structures sont budgétisées. Vous n'avez pas créé une autre structure. Le centre d'études, c'est une université à la réalité. Non, le centre d'études économiques. Non, mais je veux dire, ce qui existe aujourd'hui, vous avez les NCA, vous avez même à la faculté de sciences éco. L'NCA, c'est plus de la statistique. L'Institut d'études stratégiques, c'est toutes les disciplines qu'on fonde, on met des formations, on met des labos de recherche selon des thèmes. Oui, mais est-ce que vous entendez ce qu'André dit? Est-ce qu'il ne faut pas reprofiler? Parce que vous avez dit un point qui est important. Vous avez dit qu'il faut réduire le niveau de vie de l'État, il faut annuler certaines structures. Donc, se demande s'il ne faut pas reprofiler certaines qui sont déjà existantes à l'effet justement d'avoir ces missions-là. C'est une possibilité. Voilà. C'est une possibilité. Non, mais moi, j'essaie de pour prendre ça, le centre, enfin, l'idée est bonne. Enfin, si vous voulez juste nous dire qu'il faut qu'on prenne en compte les réflexions qui sont faites. Bon, vous savez que moi, j'enseigne en géographie. Vous savez, c'est le travail des géographes. On travaille sur la question donc, de l'évolution de l'agriculture. On travaille sur plein de problématiques qui sont... Et il y a la prospective, etc. Donc, ce que je veux vous dire, je comprends ce qui sous-tend votre idée, mais ce n'est pas forcément la création d'une école. Peut-être qu'il faut prendre plus en compte les recherches et bien sûr les réflexions qui sont menées dans pas mal de structures qui existent et dont les études ne sont pas exploitées. Justement, c'est ce que je voulais dire. On a dans certains pays des instituts d'études politiques qui sont des fondations parfois privées qui travaillent avec le gouvernement, qui passent commande. Voilà, je veux dire, là, par exemple, avant de faire l'augmentation du prix, on met en mission les penseurs qui produisent un document sur la base duquel le gouvernement peut travailler. Très bien. En France, on permet de Asper dans la Fondation des sciences politiques, etc. Donc, il faut qu'on arrive à cela. Daoud, on termine avec vous. Je pense que tout ça, ce sont de très bonnes solutions qu'on peut, sûrement, on espère que le gouvernement va le prendre en compte. Mais moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, il est de notre responsabilité à nous, citoyens, parce que quand moi je lis ce communiqué, je dis le communiqué va dans la droite ligne de la protection du pouvoir d'achat des Ivoiriens. Donc, allons d'abord tester le système, éprouvons le système, de sorte à ce qu'on soit protégé. Parce que les industriels, les commerçants, eux, ils ne feront pas le travail à notre place. Parce que le 8, déjà, ils s'étaient déjà réunis pour discuter. Et quand ils ont discuté entre eux, justement, finalement, ils ont trouvé des points d'accord. On te dit, viens. Si tu veux augmenter, viens pour qu'on discute. Mais si tu augmentes sur le terrain, tu pourras être frappé. Donc, c'est ce que j'aimerais juste dire. Moi, en tout cas, le numéro vert 1343, je vais l'appeler si quelque chose augmente sur le terrain. Non, Barry veut rajouter quelque chose. Je dis à Daouda que l'industriel en question, il l'emploie aussi parmi la population. Non, je ne dis pas non. Demain, s'il est en difficulté, tu veux que celui qui l'emploie là le dénonce? Il faut que le ministère fasse réellement son travail. S'ils font leur travail, on n'a pas besoin de numéro vert. Et puis, la logique du numéro vert, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas nouveau. Si on essaie d'évaluer les conséquences directes de ces trucs-là... Et les impacts ça n'a rien à... C'est parce que souvent aussi, on n'appelle pas. On termine. On a déjà appelé et ça marche. Il faut juste simplement rappeler que ce sujet nous ramène donc à ce que nous devons faire les uns les autres. Donc d'un côté les industriels, de l'autre côté le gouvernement et au milieu les populations pour permettre justement au corps social de vivre pour ce que nous attendons tous, c'est-à-dire vraiment continuer de sourire en mangeant notre garba avec justement comment vous appelez ça, de la tomate dessus. Moi, je fais le garba à la tomate. Oui, c'est ça, les habitudes de M. Bruce. Dans tous les cas, vous savez que gouverner, diriger, c'est prévoir. Je sais que le gouvernement trouvera donc ce qu'on appelle the way out, la voie de sortie, pour que les populations puissent bien célébrer ce 31. En ce moment de fête, on a besoin de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle pour nous... D'abord, un ancien de la FESI, vous savez, les nouveaux, enfin, ceux qui prétendent ne sont pas venus, un ancien va nous rejoindre. Parce qu'hier, ils ont été interpellés. Sans oublier, bien sûr, moi je l'annonce, la grande Aya Nakamura qu'on recevra ici sur ce studio. Et dans ce studio, sur ce plateau. Et ce sera pour... Juste après, là, tout de suite. Le canal, vous le connaissez, hein, c'est le numéro 6 sur le bouquet Canal+, numéro 6 sur la TNT. Pourquoi ce canal est très important? Parce que c'est ici même qu'on retrouve justement les invités, les personnalités les plus marquantes de leur époque. Et celle que nous allons recevoir tout à l'heure marque son époque. Pourquoi elle marque son époque? Parce que c'est l'artiste ou la chanteuse française francophone, sortant juste de la France, la plus streamée aujourd'hui de par le monde.
la déferlante Aya Nakamura a aussi agi sur notre émission, puisque, rendez-vous compte, on aurait dû parler des éléphants de Côte d'Ivoire avec leur liste, mais non, il y a Aya Nakamura, nous aussi, on est transis de plaisir, donc on la reçoit. On ne va pas parler des éléphants de Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs. Nous recevons ici même Aya Nakamura pour évoquer son expérience d'Abidjan. Aya Nakamura. Aya Nakamura, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. C'est un grand privilège pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, deuxième passage à Abidjan. Ouais. Vous êtes arrivé hier, très tard. Très tard dans la Peut-être qu'on nuit. n'a pas pu avoir le temps de regarder un peu. Mais déjà, ça vous fait quoi d'être la deuxième fois ici au bord de la ville des Ça fait plaisir d'être invité pour la deuxième fois déjà. Oui. C'est un honneur. Et j'ai vu que le pays ne fait que évoluer. Et moi, je suis contente de pouvoir faire ce show demain soir avec les Ivoiriens. Tout à l'heure, je parlais de l'artiste francophone la plus streamée aux États-Unis. Enfin, il ne connaissait qu'Edith Piaf, quoi. Enfin, puis il découvre Aya Nakamura et sa fameuse 9 langues. Comment on réagit par rapport à ça, Aya? Franchement, je ne sais pas. Je pense que j'ai jamais vraiment réagi psychologiquement parce que certains me trouvent un peu trop humble pour le statut que j'ai aujourd'hui. Ouais. Alors que ma vie à moi est tout à fait normale et j'ai juste continué à chanter en fait. Qu'est-ce qui est normal dans votre vie en ce moment? Je pense que après j'ai pas le même emploi du temps que tout le monde, c'est vrai. J'ai pas les mêmes hobbies que les gens, j'ai pas le même, enfin tout n'est pas pareil, mais psychologiquement, je suis humaine quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus les autres autour de moi qui grandissent mon succès que moi-même quand je suis chez moi. Donc ouais non, je veux dire en général je suis contente, je suis fière de moi. Genre, chaque jour, j'essaie de lever up et de me donner un nouveau challenge et de me dire, bon, maintenant j'ai fait ça, j'aimerais bien me donner une nouvelle image comme ça, faire ci, faire ça. Donc, ouais, c'est plus ça. Sarah, qui est juste à côté de vous. Bonsoir Aya, je pense que Bonsoir. vous avez remarqué, on est tous super contents de vous avoir sur le plateau ce soir. Je voulais moi vous poser une question après 4 albums qui sont vraiment couronnés de records et de distinctions. Que vise aujourd'hui Aya Nakamura? Qu'est-ce que je vise? Je pense que la continualité de ce que j'ai déjà commencé. Hein. Je pense qu'il faut chaque jour se bonifier et c'est ce que j'essaie de faire. Donc de nouveaux albums en vue? Pourquoi pas? Je suis chanteuse. Hein. Alors, Aya, en dépit de ce succès qui a franchi les frontières de la France, vous êtes une artiste mondiale avec de nombreux succès. Oui. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la première artiste francophone streamée. On a le sentiment que la France ne vous aime pas, notamment une certaine élite culturelle qui estime que la musique que vous faites serait réservée à une forme de dégénérescence culturelle. Or, vous êtes quand même l'incarnation de ce que la France est, multiculturelle, ouverte sur le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je pense qu'il y a un certain déni pour un certain milieu ou certaines personnes au niveau de la France. Je ne pourrais pas dire que c'est que des Blancs parce qu'il n'y a pas que des Blancs. Et en France, il y a un peu de tout. Il y a des gens, il y a des Noirs qui n'aiment pas ma musique, il y a de toute origine, même à Paris, qui n'aiment pas ma musique. Mais je pense qu'il y a eu un déni au niveau du rap, au niveau de ce langage qui a fortement dérangé et qui est la musique la plus écoutée aussi. Bien sûr. Donc moi, je fais partie de cette enfance-là qui a grandi avec, au niveau des mots, le langage, etc. Et en plus, je suis une femme noire. Donc le mix... C'est un peu Je pense difficile, ça. non? Un peu de Ils ont du mal à sexisme, avaler. racisme. Ouais. Ils ont du mal à avaler. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qui me dérange. Juste un mot, alors vous vous définissez comment? Comme une rappeuse, une chanteuse de variété, de funky? Je me définis comme Aya Nakamura. Genre parce que j'ai pas de style vraiment. Vous faites du Aya Nakamura. Je fais du Aya Nakamura. C'est quoi le Aya Nakamura? C'est une énergie, je pense. Je pense que c'est un mood, c'est moi, quoi. C'est ma manière de parler, ma manière d'être. Parce que quand j'écris, je sais pas de m'inventer un personnage ou de faire une belle chanson. J'écris vraiment comme, je pense, je ressens la vie ou quoi. Et en général, ça peut soit déranger, soit on aime. Soit plaire. Marie. Bonsoir Aya. Bonsoir. Il y a quand même des artistes de renom dernièrement qui évoluaient pour certains en France comme vous, qui ont décidé de revenir s'installer sur le continent. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que Aya, elle envisage un jour revenir peut-être à Abidjan, on ne sait jamais, ou à Bamako, à Rabat, voilà, comme d'autres? À Bamako, où elle est née. À Bamako, je suis née. Pourquoi pas? Je me dis un jour, quand j'aurai fini à peu près tout ce que j'aurais fait, et même avoir un pied-à-terre en France et au Mali, pourquoi pas? C'est possible, j'ai ma famille.
Justement, Et même Fababy, je crois qu'il habite en Côte d'Ivoire, non? Oui, oui. Justement, par rapport au Mali, voilà, on sait tous que le pays traverse depuis une dizaine d'années. Est-ce que Aya n'a pas de projet pour venir en aide aux populations sinistrées ou un projet de ce genre? Et bah, c'est ce que je comptais faire. Je comptais l'annoncer au Mali, mais bon, vous m'avez prise au dépourvu. Voilà. Mais non, honnêtement, oui, je comptais quand même visiter un peu le Mali, parce que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas y allée. Et les rencontrer, que ce soit les femmes, les exciser, les problèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté. Donc, ouais, même pour moi, je pense que ça me ferait du bien de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Donc, on verra. D'accord. Très bien. Aya Nakamura, les commentaires souvent des médias sont virulents. Oui, à propos pas aussi des gentils. artistes. Ouais. Même vous en recevez souvent. Lequel de ces commentaires-là, jusque-là, vous a un peu plus affecté de toutes vos carrières? Et puis, comment est-ce que vous surmontez à cela? Et même vos enfants, comment est-ce qu'ils le prennent? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bah moi, honnêtement, j'ai reçu beaucoup de critiques concernant, on va dire, mon physique, concernant ma musique. Mais je pense que moi, personnellement, bon, après, sans prétention, je me trouve très belle. Mais moi, Et je le confirme. Merci. Tous d'avis. On le confirme. Ok. Mais ce qui m'a le plus blessée, c'est mon travail. C'est vraiment on va dire, comment, je sais plus c'est quoi le mot, mais la banalisation de mon travail, quoi. Ouais. C'est comme si, en fait, j'allais au studio et je faisais n'importe quoi juste pour m'amuser. Alors que c'est un travail, je passe des heures. Et un bon travail. Ouais, enfin voilà, quoi. C'est mérité, en fait. Comment vous protégez vos enfants par rapport justement à cette violence médiatique, souvent? Bah après, elles sont petites encore. Donc, bon, elles n'ont pas accès encore à ces réseaux sociaux, aux réseaux sociaux ou à tout ça. Elles ne sont pas amenées elles sont encore petites. Il y avait Kim Kardashian qui disait que très souvent, avec le fait que les enfants grandissent, elle avait peur que ses enfants, justement, découvrent, tombent sur des vidéos, des choses. Quel est votre sentiment pour plus tard, peut-être? Ah bah, il faut les préparer à ça, hein. Le monde est cruel, dans tous les cas. Donc, je pense que vaut mieux les préparer plutôt qu'ils tombent dessus et avoir ce choc-là. C'est clair. Sur le moment. Sarah, à côté. Oui, est-ce que Aya écoute de la musique ivoirienne? Et Bien sûr. Si oui, est-ce qu'il y a un chanteur, un artiste en particulier avec qui vous aimeriez collaborer? Bah moi, je sais que c'était avec José que j'aimais bien. Parce que bon, c'est une grande chanteuse, ça fait longtemps que je l'écoutais avec Diplôme, que moi j'ai découvert. Ensuite, Djibibé. C'est ça, Djibibé ou Djibibé? Ok, je dis bien. Djibibé. Djidji. Ok. Moi, au début, je disais Djibi, donc voilà. Je n'ai pas envie de me tromper, de dire n'importe quoi. Il y a aussi Ariel Chenet aussi. Oui. L'ancienne, ce que j'écoutais, moi, c'était Gigi Arafat. Évidemment. Aya, revenons un tout petit peu à toute cette trajectoire. Journal intime, c'était le premier album. Après, il y a eu Nakamura, Aya. Et puis ce DNK, parlons-en. Parce que Nakamura, c'est vous, on est sûr. Mais est-ce que dans le DNK, il n'y a pas comme ça une forme de recherche identitaire qui pourrait rappeler votre nom d'Anyoko? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dedans ou pas? En fait, moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Ouais. Donc, ça veut dire que quand je fais un album, j'essaie de voir tout un peu en 360 sur ma personne. Et là, je sortais un peu du Covid. Donc, j'avais besoin aussi, moi, de me retrouver sociablement parlant, un peu dans tout, musicalement parlant. Donc, ouais, j'étais juste Aya d'Anyoko, quoi. Ouais. Et là, vous êtes redevenu d'Anyoko. Et ça, c'est bien quand même de se sentir comme ça, fier de ses origines. J'ai toujours été fière de mes origines. Et de l'afficher, parce que c'est ça qui est intéressant avec un artiste. Vous pouvez l'afficher, et ça, c'est pas mal. Il y a une question, justement, sur l'objet de votre présence à Abidjan, c'est le Marvel Festival Africa. Pour vous, quelle est l'importance de ces genres de rencontres, de ces genres de festivals qui portent, vous voyez, l'Afrique, la mer Afrique? Moi, ça me tenait à cœur de faire ce festival parce que j'ai fait beaucoup de festivals en Europe et j'en ai pas fait en Afrique. Du coup, là, ça ressemblait en fait, tous mes amis, enfin la plupart, je les connais, Fali, Sidiki, moi j'aime bien Arya Star, même là, je vais aller les voir après, donc ouais, c'est un peu une fierté aussi pour moi, quoi. Est-ce que quand Herman fait bien de poser la question comme ça, est-ce que vous vous dites, je dois avoir une prestation à la hauteur de ce que représente cette terre pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous habite ou pas? Non. Non, vous dites que vous allez jouer comme vous jouez à Nakamura. Vous n'allez pas changer, vous allez faire ce que vous savez faire. Bah oui. C'est parfait, vraiment. Est-ce que vous avez justement un message à tous ces fans qui vous attendent demain et qui réagissent là sur le Ils sont nombreux, métal? Bah oui, venez me voir. J'ai hâte qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on chante les chansons ensemble, qu'on partage, que ce soit la fête, quoi. Ce sera que des good vibes. Alors justement, à propos de chansons, j'avais promis à des amis que j'allais faire un featuring avec Aya Nakamura.
Donc sur Oh C'est pour ça Darja. que vous chantiez la musique. Oui, c'est ça. Ok. Oh, on y va? Oh, ok. Alors, moi, je fais le plus facile. Hein, le refrain. Oh Darja, Il n'y a pas moyen, Dja. je suis pas... Allez-y. Ah, c'est vous hein? Ah non, non, ah, c'est Ah, moi. ouais. Je suis pas très quinte Darja. Genre, quelqu'un... Non, c'est un peu compliqué. C'est pas aujourd'hui que vous allez faire un featuring Ah, avec c'est pas nous. aujourd'hui. Hein. C'est pas aujourd'hui. Une phrase. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Nous, sur le Grand Talk, on retrouve Aya Nakamura pour quelque chose de tout à fait inédit, sa prestation à Abidjan, mais on ne va pas vous laisser partir sans parler d'une autre passion. Vous savez, les Africains sont passionnés de quoi? De quoi? Musique et de sport. Oh, Ah, ok. la CAN, ça arrive. Est-ce que d'accord. Aya Nakamura ne va pas nous faire faux bon, nous les Ivoiriens, pour choisir plutôt Bah, les déjà, aigles? je vais devoir préparer mon arrivée au Mali. Ah, Ah, Il faut bien parler. Alors, Aya, qu'est-ce que vous souhaiterez, par exemple, vos voeux pour l'année 2024? à moi, qu'est-ce que je me souhaite? Voilà. Et Bah, aussi, ce que vous souhaitez aux téléspectateurs. Bah, moi, je me souhaite, et à vous tous, la santé. Parce que quand on n'a pas la santé, si on a la santé, on a tout. Donc voilà, moi, c'est ce que je me souhaite chaque année depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je pense qu'avec quand on a une bonne mentale et on a la santé, on peut tout faire. Hein. De l'argent, le succès, etc. Voilà. imaginez, Aya Nakamura était avec nous, plus d'1 milliard de streams pour Dja, je ne parle pas des autres. C'est vraiment plus de 8 milliards finalement d'occurrences d'Aya Nakamura sur les réseaux sociaux. Oui. C'est Énorme. énorme. Elle était avec nous. Elle nous a fait plaisir. On l'applaudit très très fort. Merci. Et bon vent. Et comme on dit toujours sur les artistes, ça n'est pas un gros mot. On vous dit merde pour demain. Ah, bah, merci, Ah, ça fait voilà. plaisir. Et Quand elle a même. dit, elle a dit merci, j'en étais sûr. Bah oui, il faut toujours remercier. C'était Aya Nakamura. Merci d'être venu. Au revoir. Voilà, vous la retrouverez sur la scène donc de ce Mava Africa Festival. Et est-ce que nous revenons à nos choses locales? Vous allez me dire... On laisse un peu la musique. Vous allez me dire... Mais voyons, la flambée des prix. Vous dites quoi? Je dis, on laisse un peu la musique contre la flambée Ah, des vous prix. voulez laisser un peu la musique? On pourra même danser un peu. Parce Oui, que ben voilà. C'est vrai, c'est la fin de fin d'année. oui, Pourquoi on ne se ferait pas une petite danse? Ah, mais allez-y. C'est pas danser. Allez-y. Merci de Brissa, hein, madame. De la lavandière. C'est vrai, c'était donc Aya Nakamura. Je rappelle Super. pour vous quand même, et ça c'est très important, nous sommes en partenariat avec cette structure qui organise donc ce Mava festival. Africa Festival. C'est la seconde édition. Live TV ainsi que nos différents médias sont dessus. Vous retrouverez en exclusivité, ça je voulais vous l'annoncer pour ceux qui veulent y aller, ça commence dès ce soir. Il y aura en exclusivité, en surprise, Fally Ipupa, que certains d'entre vous n'ont pas pu voir de l'autre côté de l'hôtel Ivoire ou du Golfe. Fally Ipupa sera donc du côté donc, de ce festival. Aya Nakamura, Aira Star, Daiju, Doliziana, plutôt est-ce que c'est Doliziana, il s'appelle, notre Tchin-Tchin là, qui chantait Tchin-Tchin, comment il s'appelle? Les jeunes pourraient nous dire, comment il s'appelle? Safarello, bien, voilà, je retrouve. Yodé et Siro, que vous retrouverez là-bas aussi. Vraiment, c'est une palette d'artistes et puis il y a une expérience à vivre dans ce Mava Africa. André, je rigole parce que quelqu'un sur la toile dit l'électricité a baissé, a augmenté, vous ne voulez pas baisser le train de vie du studio. Ils sont extraordinaires, nos téléspectateurs, notamment nos internautes. On vous aime comme vous êtes. La seule chose qu'on peut vous dire, ne donnez pas dans l'injure facile. Soyez plutôt dans la critique. Si vous pensez que c'est bien, vous dites que c'est bien. Si vous pensez que c'est pas bien, vous dites que c'est pas bien. Vous en avez le droit. C'est comme ça que nous, on veut que vous fassiez. Moi, c'est la chanson qui me tue quand même, ce Baby d'Aya Nakamura. Écoutez, je ne suis pas tout jeune, mais j'adore cette chanson. Dis donc, on devait parler de la fessine. Mais mes enfants, je sais pas ce que j'allais dire, mais mes enfants, c'est vous, monsieur Brissa. Oui, on va parler de la fessie d'un moment à l'autre. Oui, je suis pas émerveillé, mais émerveillé culturellement. Mes enfants. Il est sous le charme. Vous ne me soupçonnez pas d'être sous le charme de ça. André parle dans des envolées lyriques. Monsieur, il y a la fessie, on doit recevoir Vous savez, vous êtes quand même mauvaise joueuse. Hein. Vous me ramenez à ma triste réalité. Monsieur, redescendez, les affaires fessistes. Ah, alors, Mais franchement, on planait avec Aya. Mon Dieu.
Donc, revenez rapidement parce que la pure et dure réalité ivoirienne est là. Et je pense, André, vous êtes toujours en haut ou vous êtes... Non, mais je suis revenu sur Terre. Et quand je reviens sur Terre, je m'intéresse aux choses qui, quand même... sans parachute aussi. Et sans parachute, voyez-vous, parfois ça fait mal. Ah ben là, c'est compliqué. Je m'intéresse à quelque chose qui tient à cœur à l'ensemble de la communauté nationale. C'est bien sûr ce qui se passe ou pourrait se passer dans nos universités. C'est clair. Hier, ici même, à la place que je vais indiquer, parce qu'à cette place, il y a une autre personne qui va s'installer, quelqu'un a dit, moi, en tant que secrétaire général de la FESI, je suis prêt à partir, mais il y a des anciens qui manigancent des choses. Qui manipulent. Eh bien, il y a un ancien qui est là, qui veut répondre. Est-ce qu'il veut aller au combat ou il a envie d'apaiser la situation? On va le recevoir tout de suite. Aïpo Martial, bonsoir. Merci d'être là. Hier, à votre même place, le secrétaire général actuel de la FESI vous accusez, vous, et deux autres, enfin il y a eu deux ou trois autres anciens, de manipuler, de tirer les ficelles nuitamment, justement pour lui créer des problèmes, et que c'est à cause de vous qu'il y a donc crise actuellement à la FESI. Que répondez-vous à cela, Aïpo Martial? D'abord, je tiens à vous dire merci. C'est notre plaisir. Parce que ça nous donne l'opportunité d'éclairer l'opinion publique. Non, je ne suis pas dans une démarche confrontationnelle avec Alla Sinclair. Non. Je suis plutôt venu ici pour juste rappeler des faits. Voilà. Il se trouve que depuis septembre, 4 membres de la direction de la FESI nous ont interpellés pour la raison simple qu'en 2019, nous avons été ceux qui ont contribué à la venue au pouvoir d'Alla Sinclair en négociant avec presque 5 candidats pour qu'il soit le candidat unique. Alors nous avons facilité à cette période-là ce congrès pour éviter qu'après la crise post-électorale, la FESI soit encore au cœur de l'actualité avec des images qui sont insupportables pour tout le monde. Et donc on l'a fait en 2019. Et donc, après son deuxième mandat, qui est fini en tout cas officiellement le 19 décembre 2023, il était question que le secrétaire général s'organise pour que les tests soient respectés. Parce qu'il est inscrit clairement dans les tests de l'organisation que le congrès se tient au mois de décembre. Très bien. Attendez. Alors, on va faire juste rapidement. Une petite relance, André. Juste que la FESI, en 2019, vous êtes venu dans cette affaire. Et en 2023 aussi. Beaucoup d'Ivoiriens, on s'en fait les porte-parole, même si nous, on pourrait penser la même chose. Qu'est-ce que vous venez chercher là où c'est un syndicat de jeunes adultes, ils se débrouillent, ils font ce qu'ils ont fait. C'est quoi? Beaucoup se posent la question. Soit c'est du biberonnage, ou il y a un intérêt qui parfois peut être pécunier. Qu'est-ce que vous cherchez dans cette affaire? Et je vais compléter, Aïpo Martial. Quand vous quittez la FESI en tant que secrétaire général, apparemment, vous ne partez pas. Vous et les anciens, vous êtes toujours dans les arcanes de la FESI pour contrôler, recevoir. Pourquoi vous ne coupez pas le cordon pour les laisser gérer? Moi, je vais vous donner mon cas. Je suis parti en 93, je n'ai pas regardé derrière, ça fait 30 ans. Je ne connais même pas, les tests m'ont été présentés juste ces derniers mois. Sinon, je n'avais aucune idée de ce qu'il y a. De l'évolution des tests. Voilà, de l'évolution des tests. Et maintenant que j'apprends qu'au sein de l'organisation, ils ont créé des nouveaux secrétariats pour faire face à la nouvelle donne, notamment la mise en place des structures pour les amener à faire l'entrepreneuriat et tout ça. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas vrai. La seule chose que nous ne pouvons pas ne pas faire, c'est de les regarder rentrer dans une dynamique confrontationnelle qui pourrait déboucher sur des boucheries, comme cela a été le cas le mercredi dernier. Très bien. Alain Toussaint. Mais est-ce que ce que j'appellerais un paternalisme n'accélère pas justement cette déchirure-là? Est-ce que vous êtes dans votre rôle de garder ou de vouloir garder la main sur une organisation que vous avez certes dirigée, mais dont vous n'êtes pas membre? Non, pas du tout. Nous ne sommes même pas impliqués dans la gestion au quotidien de ces structures. Ce sont les responsables qui sont au sein de l'organisation qui nous interpellent. Pour la raison simple qu'on connaît la bête, on sait comment elle fonctionne. Donc quand nous avons notre responsabilité, vous savez pourquoi? Chaque fois que je passe en ville, dès qu'il y a une situation avec les camarades, c'est moi qu'on interpelle. Ah oui, ta chose là. C'est comme ça qu'on m'appelle. Parce que c'est vous qui étiez le premier président, voilà. le premier secrétaire général. Ce que nous devons faire, c'est tout faire pour ne pas
que les dérives soient extrêmes. Or, il se trouve que, visiblement, la dérive de trop était celle de ne pas vouloir organiser l'élection ou du moins le congrès selon le Je m'excuse d'être titilleuse. Vous avez dit on connaît la bête. De façon triviale, hein, sans aller dans les figures de style, ça veut dire qu'on a affaire à un mouvement qu'on ne pourrait peut-être pas maîtriser, incontrôlé. Non, cette organisation, elle est bien maîtrisée, elle est bien contrôlée. Très bien. La preuve, c'est que depuis 33 ans, elle vit, elle fait la fierté de tous ceux qui y sont passés. Nous avons aujourd'hui des cadres dans la haute administration à tous les niveaux de l'État. Hier, vous faisiez cadre de tout ce qui a eu comme nomination au niveau du gouvernement. Ce sont des responsables, anciens responsables de la FECI. Je ne veux pas les citer énormément, mais ils sont partout, ils sont dans tous les secteurs d'activité. Herman? Ma question, Aipo Martial, vous êtes le premier secrétaire général de façon historique de l'histoire, enfin, de la FECI. Aujourd'hui, on est 30 ans après, 32 ans après, toujours ce mouvement est en proie à une certaine violence. Cette culture de la violence que de générations, enfin, de secrétariats généraux après secrétariats généraux, on voit, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui vous ne pensez pas que c'est un échec de peut-être votre transmission enfin, des pouvoirs de la FECI aux nouvelles générations? Non, non, je voudrais vous faire remarquer que cette organisation a 33 ans. Et elle a eu deux mouvements dans son histoire. La partie de la résistance contre l'État par rapport à son existence, qui a duré pratiquement 8 ans, qui a donné, bien entendu, des réflexes, des résiliences et des attitudes. Et puis après, lorsque elle est légalisée, elle devient massive. Au jour d'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, on peut dire, après les trois grands partis politiques, c'est la première structure sociale du pays. Voilà. Et donc, ce n'est pas facile pour une certaine génération de leaders de s'adapter. Et donc, à un moment donné, avec la crise que nous avons connue dans notre pays, des comportements si ont impliqués. Mais il faut dire que depuis le retour de post-crise, les jeunes, y compris Allah lui-même, ont travaillé durement pour ramener la paix et la discipline. Et c'est ce qui nous a interpellés parce que nous lui avons expliqué clairement depuis le mois de septembre qu'il a fait un gros travail et on souhaite qu'il protège l'institution qu'est le secrétariat général. Et malheureusement, il ne nous a pas compris. Il ne vous a pas écouté. Il ne vous a pas compris, on en reviendra. Alors, Aipo Martial, ces derniers jours, on a vu un responsable de la FECI, je crois, de criminologie, qui a annoncé que l'actuel secrétaire général est destitué. Et hier, il était ici sur le plateau et il a accusé certains anciens, dont vous-même. Moi, je veux savoir exactement, vous en tant qu'ancien, face à tous ces problèmes-là, quelles pistes de solutions vous proposez pour qu'il n'y ait pas de violence et pour que le Congrès s'organise dans la plus grande sérénité et dans le calme? Nous avons anticipé depuis le mois de septembre, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ça. Nous l'avons rencontré au moins 3 ou 4 fois. Nous avons impliqué même ces anciens parce qu'il est issu d'une section qu'on appelle Abobo 2. Nous avons donc demandé à Abolokito, que vous devez connaître, qui était son père au plan syndical, de s'impliquer pour que, éventuellement, avant la date du 19 novembre, il puisse prendre les dispositions statutaires pour pouvoir annoncer la date du congrès et le comité d'organisation. Chutez là-dessus, je ne vais pas vous couper. Je ne vais pas vous couper, mais chutons là-dessus. La question, vraiment, elle est centrale. Statutairement, puisque vous parlez de statutairement, vous n'avez pas j'allais dire, d'existence dans l'organisation de la FECI en tant que groupe. Donc, c'est vraiment, vous allez compléter, c'est vraiment une question centrale qu'on se pose. Est-ce que votre irruption n'est pas même, finalement, l'une des sources de ce conflit? Alors, je vais compléter la question, c'est celle que je voulais poser un peu en filigrane. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après ces élections, la FECI pourrait envisager la mise sur pied statutaire d'un comité des anciens, les elders, d'un comité des sages? Parce que vous avez créé une association. Parce que c'est déjà une bonne démarche. Je veux dire, si on avait ce type de démarche en politique, peut-être qu'on aurait moins de violence dans le champ politique ivoirien. Mais là, je pense, même si je trouve que c'est une forme de paternalisme, mais finalement, vous pourriez servir à quelque chose, mais il faut que ce soit peut-être une légitimité donnée par les textes de la FECI. Est-ce que vous songez à cela? En tout cas, nous, ce que nous ne voulons pas, c'est des machettes sur le campus. Oui, on sait, mais ce qu'on a dit là, est-ce que vous pensez à une piste? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons pris la mesure de la situation. Et nous sommes en train d'entrevoir avec les jeunes comment ils peuvent faire pour que, éventuellement, ce genre de situation n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, nous, on n'a pas
intérêt du tout à nous impliquer. C'est parce qu'ils sont en train de se battre à la machette que nous sommes obligés, en tant qu'anciens, interpellés par eux-mêmes, une partie en tout cas. C'est pour ça que nous sommes obligés d'intervenir. Sinon, si les tests et toutes les structures permettent le bon fonctionnement et la gestion, je vais dire, cohérente de cette organisation et qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des problèmes, mais nous, on n'a pas... Oui, mais une crise offre toujours quelques opportunités. Pourquoi ne pas vous donner plus de légitimité? Non, disons que ça on leur c'est la... Voilà, sauf que la jeune génération pense à ça. Pas à nous, parce qu'aujourd'hui, nous, on est tous occupés à faire des jeux. Vous savez que moi, je suis depuis plusieurs années, depuis des décennies, à Londres, je n'ai pas pu aller en Noël. Et ça, aujourd'hui, c'est... À cause de cette crise-là, vous êtes bloqué à Abidjan? Bien sûr, et ma femme m'a fait des remarques, mes enfants m'ont fait des remarques. Mais ce qui était important, c'était de tout faire pour que la guerre s'arrête. Voilà. J'ai une question pour peut-être sortir un petit peu du sujet de la violence. Bon, même si c'est peut-être un peu lié, je voudrais vous poser la question des conditions des étudiants aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a une vidéo il n'y a pas très longtemps d'une jeune demoiselle qui avait obtenu aussi tous ses diplômes. Et c'est une vidéo qui était assez virale d'une jeune femme qui pleurait un peu et qui décrivait les conditions difficiles pour trouver un emploi malgré les diplômes qu'elle pouvait avoir. J'aimerais vous poser la question tout simplement aujourd'hui, quelles sont les conditions des étudiants en Côte d'Ivoire? Bon, disons que moi, je suis enseignant à l'université. C'est ça, donc vous êtes bien placé. Voilà, et donc, non, je veux dire que en tant qu'enseignant, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est vraiment vous pourriez quand même analyser objectivement syndicaux d'y apporter une réponse. Mais ce que je veux dire... Marcel, je ne veux pas nous faire trop traîner. Vous êtes enseignant. Marcel, il fait de la politique. Non, je ne fais pas la politique. Non, attendez, non. Je vais vous dire simplement qu'en 90, moi, j'ai été mis en prison parce que j'ai demandé qu'on ait plusieurs universités. On en a 9 aujourd'hui. Donc, on ne peut pas cracher sur la soupe. Ce que je veux dire, les conditions sont certes difficiles, mais elles sont en train d'être améliorées. Et c'est le rôle des syndicats, justement, d'adapter leurs revendications au contexte. Et je crois que c'est aujourd'hui ce que les jeunes sont en train de faire. Voilà. C'était ma question, il n'y avait vraiment rien de politique. Non, je sais que ce n'est pas politique. Non, parce que vous perpétuez toujours une pratique des hommes politiques, parce qu'aujourd'hui vous en êtes un, de ne pas répondre aux questions, alors qu'on est quand même très simple. Vous êtes enseignant, vous avez le droit quand même à un moment de dire ça va bien, ça ne va pas bien. Donc ce n'est pas une affaire de... Et c'est M. Bois qui parle. C'est le sens de la question. La langue de Bois. Maintenant, il faut vraiment qu'on sache, quelqu'un vous a posé la question, vos pistes de solutions. C'est cela. Là, il y a un congrès qui doit se tenir là dans quelques jours. Est-ce que c'est une piste de solution selon vous? Il faut attendre. C'est quoi votre... Vous terminez vraiment là-dessus? Non, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis venu sur ce plateau spécialement pour lancer un appel à notre jeune frère, Allah, pour lui dire simplement que nous ne sommes pas du tout dans une démarche confrontationnelle. Nous souhaitons justement qu'il nous rejoigne en tant qu'anciens pour pouvoir aider les jeunes qui sont en train de monter, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un décalage générationnel au niveau des équipes dirigeantes actuellement. Et si notre rôle est vraiment de les encadrer, il faut qu'on le fasse ensemble. Et donc, je lui demande vraiment, je me mets à genoux devant lui et je lui demande de tout faire pour que ce congrès ait lieu, parce qu'il faut apprendre à cette génération à respecter les tests. Et c'est ça pour nous la grande leçon de ça. Ils disent qu'ils veulent respecter les tests, ils vont prendre toutes les dispositions pour que désormais les tests de la FESI soient respectés. Et nous avons souhaité et nous leur avons dit que dans les nouveaux tests qui vont le créer, il faut qu'ils aient dit clairement qu'il n'y aura plus les raquettes, il n'y aura plus la violence, il n'y aura plus toutes ces histoires-là, pour que quiconque sera responsable de ce genre de dérives soit pénalement responsable. Voilà. Oui, alors, vous voulez Herman, une petite chose? Parce que hier, à la Sinclair, lorsqu'on l'a reçu, aujourd'hui, dans cette démarche de pacification, il cherchait à vous rencontrer, tous les anciens là, pour venir discuter avec vous. Est-ce qu'il a pu vous rencontrer? Je vous dis oui ou non, hein? Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue? Mais nous l'avons attendu jusqu'à 23h hier. Et vous n'avez pas pu même aujourd'hui, on l'a attendu. Très bien. Mais il a annoncé qu'il rentrera en contact avec vous. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire quand tu fais les annonces et que ça ne suit pas d'acte, ça pose un problème. Très bien, voilà. Très bien. Très bien. En tous les cas, on a compris le message que vous avez lancé. Vous vous êtes même mis à genoux, même si on n'a pas vu, mais en tout cas, vous l'avez dit. Merci d'être venu donc donner votre part de vérité sur ce qui est pour la FESI donc une phase importante, c'est-à-dire avoir de nouvelles instances et travailler à apaiser les campus universitaires.
Merci beaucoup d'être venu. On aurait aimé en savoir davantage et puis poser encore d'autres questions. Malheureusement, on est tenu par le temps. Merci. Mais déjà, l'appel qu'on retient, c'est que vous demandez à la Sinclair de travailler à la paix et que les textes soient respectés. Merci de votre implication pour que la FESI puisse s'occuper de façon syndicale au bien-être des étudiants. Absolument. Et qu'on laisse la violence et les machettes, André. Absolument. Merci à Hippo Martial. Merci Christelle. Oui, merci Herman Daouda. Je raconte. Herman Barry. Oui, mais Daouda aussi, puisqu'il était là. Il s'appelle Barry Daouda. On va dire un gros Daouda merci était là, à toutes les teams. On se retrouve donc demain pour la dernière de la semaine. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.